Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, le fil rouge de notre échange, ça va être d'essayer de mieux comprendre ce que les IA génératives et les IA dites agentiques changent dans notre façon d'apprendre et de travailler. Toi, je sais que tu explores depuis longtemps la question du travail, de l'apprentissage dans un contexte numérique globalement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et peut-être nous dire un petit peu les questions que toi tu te poses aujourd'hui face à l'irruption des IA génératives et plus récemment des IA agentiques dans nos vies perso et pro? Tout d'abord, un grand merci à toi pour cette très belle invitation et pour le travail que tu fais sur ce podcast. Effectivement, je travaille sur ce sujet depuis maintenant très longtemps. J'ai aujourd'hui la cinquantaine. J'ai commencé à coder à travers d'abord l'école, puis seul, sur des MO5 Thomson en 84, dans un grand plan informatique pour tous, où on nous apprenait le logo à l'école. Le logo, c'était une petite tortue à faire avancer à l'écran. Et en fait, c'était issu des travaux d'un monsieur, Seymour Papert, qui travaillait au MIT au Lab et qui voulait déjà, à l'époque, mieux comprendre comment les enfants apprenaient. C'est-à-dire comment amener le fait que l'enfant exprime sa pensée à travers un algorithme et matérialise sa pensée à travers un algorithme, venait permettre d'observer en fait le processus cognitif et donc de pouvoir commencer à apprendre comment on apprenait. C'est intéressant parce que souvent on pense qu'on nous a appris à coder pour nous apprendre un job rentable qui était le métier de développeur, mais c'était absolument pas son intention. Si tu regardes les travaux initiaux de Yann Lequin, spécialiste de l'IA français chez Meta, malheureusement, je dirais presque au vu du talent du bonhomme, dommage qu'il soit au sein de cette entreprise, mais c'est un autre sujet. Il a quelques beaux interviews là-dessus où lui, sa passion initiale, c'est en fait de mieux comprendre comment on apprend et donc de faire des machines qui apprennent pour apprendre à apprendre. Et donc, il va faire du machine learning. Mais c'est bien la question de l'apprentissage qui est au cœur du développement de l'IA. Et ça, je pense, c'est un premier point que peu de gens ont en tête, que moi-même, j'ai mis du temps à mettre le doigt dessus. En fait, il a fallu que je tombe sur des publications, des interviews et autres pour finir par m'en rendre compte, en me demandant comment ma passion de l'éducation m'avait finalement amené à l'IA, ce qui n'était pas nativement si évident que ça comme lien, on va dire. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire, finalement, la question de comprendre comment on apprend, développer l'apprentissage est au cœur du machine learning, est au cœur de ce qui s'est passé par la suite et du fait qu'aujourd'hui, nous avons des IA à nos côtés. Deuxième point, c'est de mon parcours, c'est que donc moi, j'ai toujours appris en faisant. Quand tu es face à des nouvelles technologies, y compris aussi basiques, littéralement, que du basique sur un Mustang Thomson dans les années 85, à part ton clavier, un écran noir et tu as de la chance, un livre, apprendre ou programmer en basique, je sais plus comment il s'appelait. En fait, il y avait rien autour de moi. Rien. On n'avait pas encore internet, on n'avait pas encore les forums, mes parents étaient absolument pas de ce monde-là. Autour de moi, il y avait aucun adulte et la seule réponse de l'école, c'est un truc de grand, passe ton bac d'abord, tu verras ça en école d'ingénieur. Donc donc en fait, on a appris, nous autres qui avons grandi avec avec les nouvelles technologies et avec, la micro-informatique, puis le web, quoi, puis internet, puis le web, puis en ce moment les IA, nous avons en permanence dû être en ligne de front à apprendre au moment où la technologie se déployait et donc il y avait pas encore de formalisation du savoir sur la techno. Quand le web 1 arrive, internet est très peu connu et à part aller faire un clic droit, observer des sites web, essayer de comprendre et reproduire, il va falloir des années pour que ça rentre dans un programme officiel à l'école, pour que des profs essayent de modéliser et pour qu'ils puissent l'enseigner à des étudiants. J'ai fait partie à la fois de ces profs et à la fois de ces étudiants à qui on a enseigné, quoi, les 2 dans mon parcours. Mais tous ceux qu'on m'a enseigné à l'école sur le code avaient 3 ans de retard minimum. Parce qu'en matière de gouvernance, rentrer un truc dans un programme, le passer dans une plaquette pédagogique, trouver les profs, modéliser le savoir, transmettre, ça prend du temps. Or, en 3 ans, la techno avait toujours avancé. Et donc, on nous a toujours appris des trucs dépassés. Et donc, il y a cette question que ça se fabrique en même temps qu'on est là. Et donc, mon parcours, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture maker. Ça m'a amené vers toute la question des tiers-lieux apprenants, de comment est-ce qu'on fait des nouvelles formes d'organisation apprenante par les pairs et entre les pairs, comment on s'approprie les technologies au moment où elles émergent, impression 3D, Arduino, découpe laser et tout ce qui est le mouvement des Fab Labs, qui est d'abord un mouvement pédagogique. Les Fab Labs, c'est un prof du MIT, Neil Gershenfeld, qui veut développer un apprendre autrement à travers à la fois des lieux et des communautés apprenantes par les pairs. Donc j'ai toujours navigué
dans ces univers et puis ces univers m'ont emmené à des vies professionnelles à côté et je m'arrêterai là-dessus. Vie professionnelle, d'abord une première phase autour de monter des agences web parce que quand tu es dans les années 90-2000, tout le monde a besoin de sites web et tu fais partie des rares personnes qui savent coder du site web, même aussi basique qu'avec du Notepad et de l'HTML. Deuxième vie professionnelle parallèle, enseigner, quoi. J'ai toujours voulu explorer pédagogiquement, donc j'ai monté une licence pro développeur web et web mobile, j'ai monté des lieux, j'ai donné cours à l'école multimédia au début pour démarrer, pour faire des chefs de projet multimédia, etc. Et puis, de fil en aiguille, de plus en plus vers les organisations apprenantes, puis le rôle de la data, puis le rôle de l'IA, puis finalement aujourd'hui l'IA au service de la transition écologique, puisqu'aujourd'hui je suis conseillère du directeur général de l'IGN à l'Institut national de l'information géographique et forestière, où on fait de la data et l'IA au service de l'environnement. Voilà, et des décisions publiques et politiques, parce que tout ça pose la question de ça veut dire quoi faire société. On en rediscutera, je crois. Merci pour la présentation, Emmanuel. Quand j'ai préparé l'échange, et je sais qu'on en avait pas mal discuté dans d'autres contextes, mais il y avait deux livres que j'avais en tête et des questions que j'avais envie de poser parce que c'est des auteurs qui sont pas tout récents et en même temps leur pensée est hyper d'actualité. Le premier c'est Ivan Illich et notamment, alors je crois que c'est dans une société sans école, mais il dénonçait un peu le fait que l'école, en tant qu'institution, elle reproduisait des inégalités. Et lui, en fait, il proposait une société où on apprend de manière décentralisée, plus conviviale, de pair à pair. Et j'ai l'impression, mais alors, tu me diras ce que tu en penses, que l'IA générative, les agents, paradoxalement, ça amène une forme d'actualisation de ces idées, puisqu'on apprend autrement, de manière peut-être plus décentralisée, avec des pairs, justement. Donc, c'est quoi ton regard là-dessus et comment tu crois à ces deux approches? La pensée d'Ivan Illich est extrêmement contemporaine et quand tu penses à l'époque à laquelle il a été ses textes, c'est très surprenant. Mais en tout cas, oui, elle est complètement et effectivement, ce livre est fondateur, il est y compris fondateur dans mes propres réflexions et je pense que c'est tout l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'école a été construite pour une forme de reproduction sociale et je vais être un peu violente en disant ça et je tiens à le préciser avant, j'adore tous mes amis enseignants, profs, amoureux de pédagogie qui font ce qu'ils peuvent dans un système complètement fou. Mais donc voilà, donc vraiment une critique très amicale, on va dire, du système. Pour autant, ce que j'adore, je vais te le prendre autrement, mais ce que j'adore avec l'IA générative et les agents que j'explore beaucoup en ce moment, c'est à quel point elle permet d'apporter une réponse et elle nous oblige à formuler la question. L'école d'aujourd'hui fait l'inverse. L'école d'aujourd'hui s'assure qu'on sache répondre à des réponses normatives. Elle normalise la société. Elle vient faire en sorte qu'on soit capable d'obéir à des consignes, d'exécuter, de tenir notre place, d'occuper selon notre spécialité en Xème année de marketing ou en BEP de ceci ou en voilà. Chacun en développe une espèce de spécialisation qui devient par la suite une forme de notre identité. Et donc ça, je crois qu'effectivement, on a le moyen que ce soit fini. Et dans une société sans école, il y a vraiment ce sujet aussi de dire à quel point l'école aujourd'hui, elle nous prive d'une capacité de faire, puisqu'elle nous prive quoi, elle vient, rendre obligatoire le fait d'avoir un diplôme pour avoir le droit de faire. Tu vois? C'est une fabrication de la rareté, c'est une fabrication de la sélection, c'est une fabrication de si tu es pas légitime parce que tu es diplômé, tu as pas le droit d'agir. Voilà. Alors évidemment, l'école a plein d'avantages à côté de ça, mais pour autant, l'école institutionnalisée telle que nous la vivons, elle est là-dedans. Or, l'IA telle que je la pratique est exactement dans la posture inverse. C'est-à-dire qu'elle me permet de sortir de mes champs de compétences, elle me permet d'explorer, elle me permet de poser des questions improbables, elle me permet d'aller me renseigner sur un article de loi pour voir comment écrire une circulaire en ce moment, par exemple. Elle me permet soudainement d'aller oser enfin produire un contenu en anglais, ce qui n'est pas complètement mon fort nativement et j'en ai pas la compétence seule. Elle me redonne la capacité de coder en ce moment, c'est complètement fou. Capacité générative de l'IA à coder est dingue. Et donc, elle me redonne une capacité à produire à la manière d'un artisan de bout en bout, d'aller de la pensée à la production grâce à un collectif algorithmique. Un collectif dans lequel, à la fois humain et algorithmique, les deux en même temps, donc de manière hybride, je travaille avec des IA, j'apprends avec des IA, et à chaque fois que je fais avec une IA, j'apprends. C'est-à-dire que quand elle dit, tiens, du coup, on va déployer telle base de données, je sais pas quoi, je lui dis pourquoi? C'était quoi ce truc? Et elle a toujours la patience de me répondre. Et ça, c'est dingue.
C'est-à-dire que là où l'école institutionnelle, moi, quand j'étais enfant, ou peut-être encore aujourd'hui, on me dit souvent: «Et tu en sais quelque chose?» que je pose trop de questions. Alors oui, peut-être je pose trop de questions, mais pour autant, j'ai enfin un système qui répond à ces questions. Là où l'école institutionnelle me disait: «C'est pas ton domaine, t'es pas dans la bonne formation, t'as pas le bon âge, tu verras ça plus tard ou jamais». Donc l'IA permet la curiosité. Ça, c'est le premier point. Par contre, attention, pour ça, il va falloir des IA conviviales, au sens tien. Des IA qui ne te privent pas de ton pouvoir, mais qui t'augmentent ton pouvoir et ton pouvoir d'agir. Et comment? Parce qu'elles sont de pair à pair, parce qu'elles t'appartiennent, parce que tu as la main dessus, parce qu'elles sont open source, parce qu'elles sont locales, elles sont dans ton ordinateur, parce que tu vas pouvoir les configurer comme tu veux. Donc, si on se laisse enfermer dans des IA privatives à 90% américaines, sur des ou chinoises, sur des plateformes privées dont nous ne maîtrisons rien et où leurs règles, leur éducation, leur jeu de données, tout est opaque, alors au contraire, on se met en dépendance. Donc on a un vrai enjeu, créer des communs IA et à permettre à chacun de pouvoir s'approprier des IA à notre main qui sont nos outils. L'artisan, tant qu'il avait, son rabot sous la main, il était libre du geste qu'il faisait. Le jour où on lui a donné un outil automatique à l'usine à la place, bah, il a été obligé, d'appliquer, des processus qui étaient plus les siens. Donc voilà, donc la question, du combat de l'IA, elle va être d'avoir de l'IA, conviviale au sens chaîne du terme, évidemment. Ouais, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que quand ils ont sorti DeepSeek, il y a des gens qui publiaient des questions, notamment autour de Tiananmen, et où en fait le logiciel répondait pas. Et donc c'est là où on se rend compte à quel point c'est engrammé, on va dire, dans ces outils, les valeurs, les données d'entraînement, les biais qui peuvent exister. Et donc ouais, quand tu dis que si tu apprends avec ça, en fait, tu apprends une certaine vision du monde finalement qui correspond à ce qui existe dans le dataset. Si c'est des données américaines, forcément, tu as une vision américaine. Si c'est chinois, et donc il y a quand même un petit sujet, si on apprend de plus en plus, comment on a une vision européenne, française. Mais Clément, c'est pas nouveau. Quand tu apprenais avec l'encyclopédie, de Diderot, tu apprenais la vision de Diderot. Quand tu vois, quand on apprenait à une époque avec la Bible, on apprenait la Bible. Quand on apprend, effectivement avec n'importe quel ouvrage, y compris avec une vision de l'histoire écrite par les Français, tu apprends pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue par les Allemands. Donc la question, évidemment qu'il y a toujours les IA sont autant biaisés que nous autres humains. Je connais pas un seul humain qui soit pas biaisé, hein, moi la première, quoi, tu vois? Je connais pas un seul humain qui dit pas des conneries. Donc ce qu'on a appris, nous autres, qui avons la chance, y compris d'avoir eu, des formes d'éducation avancées, ce qu'on a appris, c'est à croiser les regards et donc il faut croiser les IA. Dans tes collectifs algorithmiques, il faut plusieurs IA. Il faut pas t'enfermer dans un seul outil et dans une seule vision. Et puis, il faut pouvoir faire du fine tuning ou du RAG. Le RAG, c'est des systèmes documentaires que tu construis toi-même et que tu mets au service des IA que tu utilises, de sorte à leur dire: «Bah, arrête de me sortir ta sauce et va voir là dans les textes qui, moi, m'intéressent». Donc je pense que c'est ça qui nous attend le plus et c'est ça qui est absolument passionnant. On doit orchestrer des systèmes complexes, mais exactement comme quand tu vas aujourd'hui dans une bibliothèque municipale, ce que plus grand monde ne sait faire, soit dit en passant, parce qu'on utilise tous Google qui nous apporte 3 réponses, en haut d'une page. Tu vois? C'est ce combat, on l'a déjà un peu perdu. Moi, je me souviens de l'époque où j'allais à la bibliothèque, bah, tu te retrouves devant une masse de bouquins, lesquels tu choisis, pourquoi, quel regard, quelles questions tu poses et comment tu crées de la singularité. Et je pense que notre force, ça doit être de savoir manipuler et manier ces outils pour permettre de créer une forme de singularité. On ne doit pas obéir aux réponses qu'elles nous donnent. On doit orienter les choix qu'elles font. Et c'est ça qui nous permet d'apprendre. Si je reviens à la question de l'apprentissage, je peux aller au bout des questionnements, je peux croiser des regards, je peux poser les questions que je n'aurais jamais osé poser à un prof. Soit parce qu'il n'a pas le temps dans l'heure qu'il a devant lui, le pauvre, avec ses 30 gamins, soit parce que je sais que la question est complètement, tu vois, s'il y a un prof d'histoire et que je me pose une question, y compris sur l'économie des tulipes, c'est quoi la probabilité qu'il sache me répondre? Donc là, je peux étendre mes explorations, je peux étendre les questions que je pose, je peux croiser des regards, je peux amener une synergie. Et c'est ça qui change tout, y compris car je ne deviens plus celle qui obéit à la consigne, je deviens celle qui produit l'énoncé. Et les IA vont chercher des réponses. Et après, bah, comme un prof avec ses élèves, il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises. Je les regarde, je les compare, je les ajuste, je lui demande de recommencer sa copie, etc., etc., etc. J'aimerais bien que tu puisses le creuser un peu, parce que tu en as parlé rapidement de cet exemple d'utiliser l'IA générative pour le code et des équipes d'agents.
où, toi justement tu as travaillé là-dessus, pour faire un outil de veille collaboratif, si je dis pas de bêtises, où tu as utilisé des outils comme Crow AI, Cursor. Justement, toi, qu'est-ce que ça, ça t'a permis de comprendre sur la façon de travailler avec des IA? Et peut-être qu'est-ce que ça change, dans, bah, le processus de conception, de prise de décision par rapport à où tu entre enfin, c'est bizarre de dire ça, où tu travailles qu'avec des humains, mais ouais, qu'est-ce que ça change fondamentalement, en fait, cette dans la manière de travailler, de penser, de réfléchir, d'agir? C'est, le jour et la nuit. Effectivement, donc moi j'ai une double expérience. J'ai longtemps dirigé des agences web. Donc produire des services numériques et les vendre, ça a été mon job. Au sens où j'ai eu des équipes avec des équipes, donc des équipes de chefs de projet, des équipes de designers, des équipes de développeurs, des équipes de testeurs, des équipes d'intégrateurs, etc., etc., etc. Organiser un travail humain, tout aussi passionnant qu'il peut être, tu en sais quelque chose, c'est extrêmement laborieux. Il faut que tout le monde soit aligné en même temps, il faut avoir de la dispo dans les agendas, il faut attendre une semaine parce qu'un tel est parti soit en congé, soit en vacances, soit en déplacement, que de toute façon il est sous l'eau, il est en train de terminer un projet, qu'il n'a pas de dispo avant tant de temps. Et puis, comme je te l'ai dit, j'avais au moins 5 équipes, dont plus des équipes d'experts en référencement, quoi. Le web, c'est devenu compliqué au fur et à mesure. Dans les développeurs, j'avais des front-end, des back-end, etc., etc. Et donc tout ça, ce sont des cerveaux différents, avec des humains différents, qui ont leurs propres biais, leurs propres pensées, leurs propres convictions, leur propre envie ou pas de travailler sur le projet sur lequel tu es, et cetera, et cetera. Donc il y a de la friction organisationnelle. Et en fait, dans une organisation, on passe notre temps à traiter de la friction organisationnelle. Travailler avec donc là, en ce moment, effectivement, depuis déjà, on va dire 2 ans maintenant, j'ai plongé dans l'IA générative, y compris j'utilise au quotidien à peu près. Donc c'est un premier élément qui te permet, comme je disais tout à l'heure, de questionner, d'interroger, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire des jobs dans lesquels je ne suis pas légitime par ma compétence seule, mais d'habitude, j'ai besoin de gens pour le faire avec moi. Là, je peux au moins aller faire des premiers drafts, me poser la question, prototyper, et cetera. Et puis depuis quelque temps, quelques semaines, mois maintenant, j'ai découvert les plateformes qui te permettent de coder avec de l'IA générative. Donc, j'ai commencé par un outil qui s'appelle Bolt, mais qui est très limité. Alors, il est très bien parce qu'il est vraiment extrêmement simpliste. Si tu n'as jamais rien codé de ta vie, avec Bolt, tu lui dis bonjour, je veux un site web avec 4 catégories qui font A, B, C, D. Tu cliques, tu l'as, ça marche plutôt pas mal. Si tu veux faire des projets un peu plus complexes, ça s'arrête très très vite. Donc, Bolt a vraiment des limites, mais il est vraiment fait pour des gens qui n'ont jamais vu du code de leur vie et il en faut. Donc là, j'ai basculé sur un outil de développeur, qui est un outil qui s'appelle Cursor, qui te permet d'avoir un environnement de code. Donc déjà, contrairement à Bolt, il te produit ton code dans ton ordinateur sur ta. Tu ne dépends pas d'une plateforme extérieure. Tu es propriétaire de ton code, tu l'as comme quand tu codes, toi, avec un notepad ou avec un IDE, quoi, un environnement de développement de développeur. Et puis à droite, tu as un petit chatbot où tu peux lui poser des questions et lui demander de faire à ta place et bah, il code pour toi. Mais c'est exactement le même geste que quand je demandais à mes équipes de dire: «Tiens, j'ai besoin d'implémenter un nouveau formulaire dans le projet Tartampion, est-ce que tu peux t'en occuper?» «Oui, bien sûr, Emmanuel, donc écoute, on va regarder, on va analyser le code et tout ça et puis, on te revient, dans 72 heures, c'est fait». Là, la grande différence, c'est que c'est pas fait dans 72 heures, c'est fait, tout court. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans Cursor, tu as un mode Ask où il t'explique comment faire et il y a un mode Agent où il fait à ta place, donc il crée les fichiers, il écrit le code. C'est ce qu'on appelle le vibe coding en ce moment. Et parfois, il va tellement vite que tu es obligé de l'arrêter en disant: «Non, non, mais attends, 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 t'as pas compris ce que je te demandais là. Attends, stop, 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 arrête d'agir s'il te plaît, redonne-moi la main». Donc c'est assez intéressant de voir, la vitesse à laquelle, toi, tu peux garder ou pas la main dessus. Donc ce mode agent est quand même à manier avec un peu de précaution. Donc qu'est-ce que ça m'apprend donc voilà. Et la troisième étape, donc ça, c'est les LLM à l'intérieur des outils de développement où soudainement je dialogue avec le LLM de la même manière, mais je te promets, hein, que je dialoguais avec mon premier apprenti qui s'appelait Rudy. Par contre, c'est un apprenti. Donc Rudy me faisait des conneries monstrueuses. Il avait le droit, c'était un apprenti. Je peux te dire que mes LLM dans Cursor me font des conneries monstrueuses aussi. Donc régulièrement, elles s'en mêlent les pinceaux. Je suis obligée de leur dire: «Mais est-ce que seulement il y a un truc qui s'inscrit dans la base de données? Ah, tu as raison, faudrait peut-être que je regarde si ça inscrit un truc dans la base de données. Ah bah non, bah oui, écoute, tu aurais pu quand même commencer par regarder là». Un développeur, expérimenté m'aurait jamais fait ça, tu vois?
Donc, tu as vraiment ce sujet de guider le pas. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, j'ai commencé à tâtonner avec des agents. Donc là, c'est des équipes. Tu crées une équipe de 3, 4, 5 rôles. Ça peut être 10 rôles, 50 rôles. Pour l'instant, moi, j'en ai 5 à peu près, tu vois, à qui tu vas donner des missions et elles vont s'organiser ensemble pour produire. On a essayé avec mes gamins hier soir et puis un copain de mon aîné. On a fait une équipe de créateurs de jeux de cartes pour créer un nouveau jeu de cartes, un jeu de cartes d'horreur sur un mode des jeux de cartes de type Pokémon, tu vois. Et donc là, on a créé un agent qui est capable de créer un univers créatif. On a fait un agent qui est capable de créer des systèmes de jeu, des systèmes de jeu de rôle, des systèmes de jeu, quoi, des règles de jeu. On a fait un agent qui sait créer des cartes ludiques avec les descriptifs et tout ça, et le nombre de points que tu perds quand tu joues la carte. Et puis 2 autres agents que je n'ai plus en tête, mais et puis à la fin, un agent stratège et coordinateur qui est capable de vérifier que le jeu est équilibré et que tout est cohérent. Et donc, bah, tu passes la commande de créer ton jeu d'horreur à la mode de Lovecraft selon des principes ludiques de type carte Pokémon. Alors, on y a passé 1 heure et demie, 2 heures au total, hein. Alors, en 1 heure et demie, 2 heures, je pourrais t'envoyer le résultat d'ailleurs, j'ai la description d'un univers, les personnages, les grandes chronologies, tout ce qui va avec, des principes de jeu, des règles détaillées, c'est-à-dire comment tu démarres ta partie, qu'est-ce qui se passe dans chaque tour et compagnie, le descriptif de chaque carte et des recommandations sur comment aller plus loin. Et puis après, j'ai donné ça à ChatGPT, qui sait dessiner des cartes. Et donc, on a commencé à designer les cartes et on n'a plus qu'à les imprimer, quoi, et à tester pour voir si ça marche ou pas. Ça m'a pris 2 heures. Et on a appris. On a appris à manipuler des agents, on a appris à créer des rôles, on a appris à se demander ça veut dire quoi créer un jeu. On a appris. Mon gosse et son copain ont appris, très clairement. On a appris en faisant. Et donc, ça change tout parce que soudainement, encore une fois, tu peux manager, concevoir, développer des collectifs algorithmiques qui vont produire, faire, se tromper. Tu vas découvrir que tu es un très mauvais délégateur, tu sais pas déléguer et que donc tu t'en sais quelque chose et que donc la tâche que tu lui décris est absolument insuffisante et donc en fait, il va te faire de la merde parce que tu as demandé n'importe quoi, en fait. Donc tu vas te dire: «Mais en fait, ça veut dire quoi d'exécuter cette tâche pour de vrai?» et cetera et cetera. Et et donc moi, ce que j'en ai retenu et ce que j'en retiens de ces expériences, c'est que je retrouve un vrai plaisir de pouvoir faire de bout en bout. Je pense qu'on revient à une forme d'artisanat. Je reviens sur cette idée, hein, que j'avais tout à l'heure, hein. J'ai pu fabriquer moi-même le do it yourself. J'ai pu fabriquer moi-même de bout en bout un jeu de cartes pour essayer d'inventer un nouveau jeu de cartes avec mes gamins. Et je vais pouvoir aller vraiment jusqu'au bout, au sens où si je vais chez l'imprimeur en bas de chez moi, quoi, tu vois, ce qui me reste, c'est j'ai pas d'imprimante à la maison, sinon, bah, je vais devoir aller, chez l'imprimeur du coin, quoi, tu vois? Et et donc ça t'oblige à penser par toi-même. Ça t'oblige, tu c'est pas, il y a pas une déresponsabilisation de: «J'ai délégué ça à l'autre équipe, c'est l'autre équipe qui va faire des choix». Non, c'est mes choix. C'est moi qui vais décider si c'est bien les bonnes cartes, si c'est bien le bon jeu et cetera. Donc il y a d'un côté, de retrouver une forme de responsabilité qu'avait l'artisan sur sa production de bout en bout et donc de pouvoir créer de la singularité. Je peux aller au bout d'une idée, j'ai pas besoin de faire de la politique pour essayer de convaincre les autres que c'est une bonne idée. Je peux aller jusqu'au bout. Alors ça veut pas dire que j'aime pas les humains, hein. J'adore aller boire des bières avec, j'adore débattre, j'adore faire politique, j'adore passer des bons moments, j'adore jouer aux jeux de cartes, j'adore, aller me promener, mais ce temps productif qu'on perd en friction organisationnelle, en gestion d'agenda, en gestion de réunion, à pas se comprendre, à pas être foutu de s'aligner sur un truc, à devoir sans cesse faire des compromis, et ben, en fait, on peut s'en échapper, quoi. J'ai écouté un podcast du CEO d'Accor récemment, Sébastien Bazin, et il avait un concept que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, c'était pas lui, je sais plus de qui c'était, parce qu'il était allé voir quelqu'un, c'était peut-être Joël Doronet ou quelqu'un comme ça, parce qu'il a forcément des questions d'agenda, tu vois, de prise de décision entre le temps court, le temps long dans lequel lui il est. Et lui, il lui parlait du temps large. Le temps large, c'est un peu ta bibliothèque de connaissances, tout ce que tu connais et qui te permet de prendre du recul et de décider, de bien décider. Et en fait, en t'écoutant, j'avais cette notion de temps large en tête. Je me disais, mais ok, certes, ça permet de faire tout ce que tu dis. Pour autant, toi, tu arrives à coder parce que tu as une expertise de codage. Tu vois, le mec qui a inventé le terme de vibe coding, c'est un codeur professionnel depuis 15 ou 20 ans. Comme moi qui sais pas coder, je vais pas faire ce que lui il sait faire. Typiquement, tu disais, on passe de répondre à des questions, à répondre à des réponses, à poser des questions. Encore faut-il savoir poser des questions.
et ou être capable d'avoir de la réflexivité, de prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc, tu vois, si je prends le contre-pied de ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de renforcer ceux qui sont bons, de donner des outils pour émanciper ceux qui sont bons, pour leur permettre d'être encore meilleurs et ceux qui sont ou qui n'ont pas ces compétences-là parce que soit ils n'ont pas eu la chance de les apprendre par leur famille et que l'école, bah, comme on sait que ça reproduit quand même fortement les inégalités. Bah, tu vois, ce truc de se dire on va encore plus créer de l'inégalité parce que ceux qui sont bons, ils vont être encore meilleurs et les autres, bah, ils vont rester un peu sur le bord de la route. Alors, oui et non. Oui, bien sûr et je te confirme, l'expérience que j'ai en ce moment avec Cursor, c'est effectivement parce que je sais ce que c'est produire du code. Sans être une vraie développeuse, je l'ai jamais été, j'ai juste piloté des développeurs. J'ai enseigné à des développeurs, j'ai piloté des développeurs, mais mon mari est un vrai tech back-end, j'ai jamais eu sa compétence, j'ai pas la compétence de tous mes amis développeurs, clairement. Pour autant, je sais ce que c'est. Pour moi, c'est exactement pour ça que, en fait, l'IA rebat les cartes. Donc, si tu décides, toi, où que tu sois aujourd'hui, de dire: «J'ai envie de devenir le meilleur en maths», allume ton IA, pose-lui des questions, apprends. Donc, il y a quand même un côté, tu as pas besoin d'être dans la bonne classe sociale pour arriver à Louis le Grand, pour te payer aujourd'hui une forme de capacité d'apprentissage qui va t'emmener très, très loin. Bah, alors évidemment, Louis le Grand t'apprend aussi du réseau et cetera et donc c'est pour ça que c'est mon deuxième point. Je pense que comme ça rebat les cartes, il faut recréer des lieux et du collectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir des endroits où tu peux passer la porte pour te faire les premiers pas avec quelqu'un d'autre. Hier, j'ai embarqué mon gamin dans mon aventure. J'ai un gamin quand j'en ai 2, mais le plus grand qui a 21 ans, bah là, il était jamais complètement rentré dans le code, il est en train d'y rentrer à fond. Parce que, soudainement, c'est un plaisir que de voir la chose se fabriquer. C'est vraiment le côté du do it yourself et du maker, soit dit en passant. Moi, j'ai passé des heures devant des imprimantes 3D qui me filaient des fils en plastique pour essayer de produire des objets. Enfin, cette fascination que j'avais pour voir l'objet se fabriquer devant moi et que je le commandais et que ça se fabriquait, c'est exactement la même fascination. Tu poses des questions à ton IA, elle te fait un bout de code, tu comprends pas le code, tu expliques, tu lui demandes pourquoi, ça recommence et dans ce dialogue constructif, tu vas faire produire et lui qui était pas, voilà, qui est vraiment pas du tout bon au code, bah, vraiment pas, tu vois? Il vraiment pas quoi, c'est vraiment qu'on puisse dire. Bah, là, il est en train de progresser à toute vitesse. Il a monté ses premières bases de données, il commence à comprendre ce qu'est un front-end et un back-end et le tout en 24 heures. Donc la question c'est que la condition, c'est qu'il faut redévelopper l'envie d'apprendre et redévelopper le sentiment de légitimité que toi, qui es pas dev, tu as le droit d'aller apprendre et d'aller manipuler. Et donc déconstruire ce truc, terrible que nous a appris l'école, hein. Tu pas bon, t'es pas diplômé, t'es pas légitime. Va faire autre chose, c'est pas ta place. Tu aurais pu poser des bonnes questions, tu aurais pu avoir un bon regard, tout le côté du design qui dit d'embarquer les utilisateurs pour créer des expériences intelligentes. Tu vois? Comment c'est pas seulement ceux qui sont diplômés qui savent? Comment il y a un savoir incarné, et un savoir par l'expérience. Les gens qui vivent le truc au jour le jour, ils savent des trucs. Quoi de mieux qu'un boulanger, pour créer son propre petit outil, qui va l'aider dans la gestion de sa boulangerie? Parce qu'il va savoir de quoi il a besoin, en fait et là, il peut exprimer ce dont il a besoin. Il a un truc, qui va le coder et puis de fil en aiguille, au début, il va galérer et à la fin, il va non seulement avoir fait son outil et en plus, il va avoir appris ce que c'est que de produire du service numérique. Et donc il regardera pas pareil cette classe d'élite qu'aujourd'hui que sont, les technos, ce que moi j'appelle le techno-clergé, qui produisent le code sacré, qui construisent notre société d'aujourd'hui. Parce que soudainement, ils gagnent aussi la même capacité. De même que moi qui, suis pas capable de capacité internationale parce que j'ai pas eu la chance de vivre dans une famille très internationalisée, j'avais pas des copains du monde entier qui passaient chez moi, je n'ai pas fait les grandes écoles, mais je suis passée par des collèges et lycées, de zones d'éducation populaire, ou prioritaires, dans des banlieues, parisiennes, j'ai pas fait de voyage, on m'a pas payé, des voyages l'été, pour aller en Angleterre ou aux États-Unis, donc ouais, j'ai un anglais qui est catastrophique. Grâce à l'IA en ce moment, ce podcast, on peut le traduire et le mettre dans 15 langues et le publier mondialement. Ça m'ouvre une porte qui m'était absolument interdite jusque-là et je regarde de très, très près tout ce qu'est traducteur automatique, qui est en train d'arriver avec des écouteurs qui te permettent de parler en dialogue, en direct dans une langue étrangère. Parce que ça changera ma vie le jour où je peux faire une conférence en allemand, en anglais, en espagnol, en chinois, en live et ça nous crée des capacités à dialoguer avec le monde entier qui est dingue.
Donc si tu veux, pour des gens qui, comme moi, hein, fondamentalement, hein, sont des gens qui, ne viennent pas du quoi, n'ont pas eu les chances qu'ont eu certains effectivement par leurs milieux sociaux. En fait, c'est une manière de reprendre la main. Mais ça a été ma chance quand le web, comme toute l'élite sachante à l'époque était persuadée que faire une newsletter, c'était extrêmement compliqué, qu'il fallait imprimer du papier et qu'il fallait des chaînes de production et que c'était quand même pas l'amateur qui allait produire du savoir intelligent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Parce qu'on a su s'emparer des technologies qui nous ont permis de reprendre la main sur des choses qui nous étaient interdites jusque-là. Et il y a de nouveau cette chance-là, en fait. À condition d'avoir des passeurs comme moi qui peuvent accompagner. Et donc, c'est le rôle de l'éducation, quoi, d'une nouvelle forme d'éducation. De dire, bah oui, il va falloir embarquer les gens, oui, il va falloir les déconstruire, oui, il va falloir leur apprendre qu'ils ont le droit de tester, qu'ils ont le droit d'expérimenter, qu'il n'y a pas de risque à demander, à essayer. Il va falloir les accueillir dans un lieu qui leur permette de se sentir bien, en sécurité, de pouvoir en discuter, de pouvoir partager ce qu'on ressent à travers ces nouvelles formes de production, d'apprentissage, les questions que ça nous pose. Donc oui, absolument, il faut créer des ateliers, il faut s'en parler, il faut de nouvelles formes de formation, des nouvelles formes d'école, il faut des tiers-lieux apprenants, 1000 fois plus qu'avant même. J'avais envie de te poser juste une question un petit peu provocatrice, je sais pas, quand tu parles de techno-clergé, mais si je fais le parallèle avec les écrans, tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus du méfait, enfin, ou de l'impact négatif des écrans sur les enfants, les adolescents. Entre guillemets, les techno-élites ou les gens qui ont vraiment une compréhension fine de ces sujets, on voit de plus en plus qu'ils interdisent les écrans à leurs gamins. Et c'est une forme de marqueur social de, bah, si t'as pas d'écran, souvent, c'est plutôt, tu viens d'une classe populaire, une classe aisée ou de CSP+. Est-ce que demain, on peut se dire que le marqueur social des élites technologiques, politiques, c'est je continue à apprendre l'anglais sans LLM ou en tout cas, j'utilise pas de traducteur automatique parce que je continue à apprendre. Oui, non, tu as tout à fait raison. Et je pense d'ailleurs que dans tout ce qu'on se dit là, hein, il ne faut pas se tromper. On a plein de questions autour de l'IA. On a évidemment une question, y compris de coût écologique. On a une question de soutenabilité de l'IA telle qu'elle est faite aujourd'hui. Soutenabilité économique. On sait que les outils qu'on utilise sont globalement à perte. Soutenabilité écologique, soutenabilité énergétique. Donc, de la même manière que j'ai appris à mes enfants à utiliser un dictionnaire au cas où un jour ils n'aient pas Internet sous la main, il faut qu'on continue à apprendre à faire sans machine. C'est-à-dire qu'on a un sujet, que toutes nos machines peuvent s'éteindre à n'importe quel moment. C'est quoi la maîtrise du savoir dans 15 ans si on ne sait plus faire qu'avec des LLM et autres? Mais c'est quoi déjà? Regarde ce qui s'est passé là en la perte d'électricité en Espagne et en Portugal. Combien de temps on peut survivre si on perd l'électricité aujourd'hui? Toutes ces infrastructures dont nous sommes dépendants, je veux dire, c'est quoi ta capacité à toi et moi, de continuer à travailler en équipe, de manière si on n'avait pas internet en ce moment? Qu'est-ce qu'on sait encore faire? Tu vois, moi, tu me mets, et encore, je suis plus âgé que toi, j'ai connu le monde sans internet. J'ai connu le monde sans Google. Je sais, à peu près ce qu'était, aller au cinéma à pied, récupérer un programme, se donner rendez-vous avec des copains à heure fixe, parce que tu n'as pas de SMS et de WhatsApp pour dire: «Tu es où? Ah, je suis dans le coin. Ah donc alors on se retrouve là? OK». Non, à l'époque, je suis désolée, si tu disais pas à 17 heures «On est à tel endroit, telle rue, à tel angle», tu te retrouvais pas quoi, point quoi. Donc, tu vois, on est déjà extrêmement dépendant d'une tonne d'infra et compagnie. Et ce que j'adore, moi je suis très, très proche d'une organisation, que tu connais aussi et que perso et que voilà, que tu as fréquenté aussi. C'était les Compagnons du Devoir. Tu vois, les Compagnons du Devoir, ils ont su préserver des gestes artisanaux pour avoir une maîtrise et que les humains continuent à avoir un savoir, alors que l'industrialisation est passée par là. Plus personne ne sait faire une tapisserie, à la main ou une pièce compliquée d'ébénisterie, sauf les Compagnons du Devoir et quelques artisans en autre école, mais quoi, tu vois l'idée, quoi. Eux, ils sont quand même l'incarnation de comment on préserve des savoirs séculaires, alors que la technologie transforme le travail et c'est une école. Ils apprennent, ils ont développé des formes d'apprentissage par les pairs, par l'exemple et ils sont à la fois un lieu de production et de travail et à la fois une école. Et ils viennent apprendre aux générations suivantes à continuer à savoir perpétuer des gestes qui sinon ont disparu. Et je pense, pour en dialoguer régulièrement, y compris avec des amis chez eux, hein, et je pense à Jocelyn particulièrement, que leur rôle sera peut-être de savoir faire perdurer les savoirs intellectuels que nous avons aujourd'hui et que nous n'aurons plus demain. Parce qu'il y a une forme d'automatisation et d'industrialisation qui se passe. Nous allons déporter des actions cognitives que nous savons faire à travers des machines,
Ce qu'on a fait avec les gestes, hein. Quoi, perso, honnêtement, tu me demandes d'allumer un feu dans une cheminée pour faire cuire au feu de bois un poulet, je suis désolée, je sais pas faire. Ou je vais galérer très, très longtemps, en fait, parce que j'utilise un four tous les jours, quoi. Tu me demandes, y compris de faire une lessive à la main pour une famille entière, je vais galérer aussi parce que j'utilise une machine à laver. Donc oui, il y a toujours eu cette question du déplacement, de c'est quoi ta compétence utile aujourd'hui au vu de l'environnement dans lequel tu vis? Et avec l'arrivée des agents autonomes et de nouvelles capacités intelligentes artificielles, nous avons cette question du déplacement. Et qui dit déplacement dit que l'humanité, à l'échelle de l'humanité, doit savoir garder ses savoirs. Et donc, il faut des gardiens des savoirs séculaires. Aujourd'hui, encore une fois, c'est le rôle des compagnons, et pour moi, c'est une évolution des rôles du compagnon. Et pour répondre à ta question, oui, je pense qu'évidemment, ceux qui ont conscience des risques de dépendance, et donc souvent les élites, vont vouloir préserver une capacité à faire par soi-même, à être autonome si jamais tu as une panne d'électricité, quoi. Vers qui on se tournera demain dans des villes ou dans des quartiers si soudainement on perd le contrôle des machines ou on est obligé d'éteindre les machines ou on a une panne d'électricité comme ils ont eu en Espagne ce week-end, bah, il faut des gens autour de toi qui savent encore vraiment faire. Mais certains d'entre eux auront appris grâce aux machines parce qu'ils auront appris avec les machines. Moi, je ne dis pas qu'il faut déléguer aux machines. Je dis qu'il faut faire avec les machines et donc apprendre avec les machines. Tu as utilisé un terme intéressant tout à l'heure, tu parlais de passeur. Le deuxième livre que j'avais en tête, c'est celui Le Maître ignorant de Jacques Rancière, où dedans, justement, lui, il est plutôt, enfin, il invite à une posture basse où on fait confiance à l'intelligence de l'élève. Et dans un contexte de développement des IA génératives, de l'IA agentique, où tu peux justement apprendre par toi-même, qu'est-ce qui reste finalement à ces passeurs-là, que ça soit l'enseignant, que ça soit le manager dans une organisation, le dirigeant, si finalement, entre guillemets, je peux, en termes de connaissances, je peux tout apprendre tout seul. Tu disais que c'était créer de la convivialité, il y avait des lieux. Enfin, tu vois, comment toi tu vois ce rôle à réinventer du passeur de savoir à l'école, dans les organisations, dans la vie en général, peu importe, mais ce rôle-là? D'abord, ne nous trompons pas, je pense qu'il est essentiel et que justement, tout le temps que l'on gagne de production grâce aux IA doivent être réinvestis dans le fait de faire société et d'être ensemble. On a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu sais quelque chose, combien d'heures on passe seul face à une copie pour, ici répondre à une copie ou là, faire une propale commerciale? Combien d'heures seuls dans nos bureaux? Moi, je suis effarée aujourd'hui par, les espaces de bureaux où en fait, tu as des gens qui sont côte à côte dans des bureaux, mais qui se parlent pas parce qu'ils sont sous casque en Teams toute la journée à faire des réunions, dans lesquelles en fait, la plupart du temps, ils ont assez peu de sens. Ils sont là parce qu'on leur a dit qu'il fallait être là. Aujourd'hui, nous manquons de socialisation. Nous sommes dans une vraie, une vraie société individualiste. Nous manquons de moments où de partage, de discussion, de débat. Moi, je rêve de retrouver la société des Athéniens. Mais les Athéniens, ils avaient le temps de faire démocratie ensemble parce que, bah, ils avaient des esclaves. Je suis désolée, j'ai pas spécialement envie d'avoir des esclaves aujourd'hui. Sauf que, j'ai possiblement des IA et donc je peux déporter mon travail productif vers des nouvelles formes d'agents producteurs et je peux retrouver du temps et du temps pour débattre, dialoguer, questionner, agir ensemble et donc oui, donc ça, c'est le 1er point. Tout ça doit être une vraie opportunité de retrouver le temps et parce qu'on en a besoin et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'avant, dans la révolution industrielle qu'on vient de vivre et dont j'espère nous allons sortir, dans la vision tayloriste du travail, où il suffit de séparer en tâches simples et d'automatiser les tâches simples et chaque humain va exécuter une tâche simple et il n'a plus besoin d'aller comprendre le processus de bout en bout. Tu vois, tu es là pour serrer le boulon, tu sais pas ce qui rentre, tu sais pas ce qui sort, tu sais pas à quoi ça sert, c'est pas grave. Ton rôle, c'est de serrer le boulon. Dans cette vision-là, tu avais pas besoin de discuter puisque tu exécutais. Tu vois? On te demandait pas de comprendre, on te demandait de faire. Là, on a exactement l'opportunité inverse. On a une capacité d'action de faire qui se démultiplie de manière dingue. L'autre jour, en 1 heure et demie, 2 heures, j'ai écrit un draft d'un bouquin. Alors, j'ai tombé 18 pages. Truc dont je suis incapable seul. J'ai une vraie peur de l'écriture, de la page blanche, quoi. Je fais partie des gens qui ont été terrifiés, y compris par l'école, hein, en toute transparence, où sur toutes mes copies, il y avait marqué trop lourd, pas le bon style, voilà, et où du coup, on m'a appris que je ne savais pas écrire à l'école. Ça, on me l'a vraiment appris. Et donc là, avec l'IA, je retrouve une capacité d'apprendre.
d'écrire. Très, très vite. Mais du coup, tout le temps que je gagne, et compagnie, il permet de poser des questions et il demande d'être dans un collectif. Parce que ça questionne cette histoire. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un enjeu de ça va venir tellement transformer notre société, à la fois sur la question de l'apprentissage et sur la question du travail, de la production et de la valeur produite, que nous avons tout à réinterroger. Et comme nous devons aussi interroger notre rapport à l'environnement, aux écosystèmes, à la biodiversité, à la démocratie en ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de dialoguer ensemble. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin de passeurs qui vont remettre ensemble dans un même espace, qui vont réamener à se poser des questions collectivement, qui vont réamener à rechoisir collectivement. Et oui, donc moi, je pense que le rôle du passeur, il est essentiel. Parce que c'est lui aujourd'hui qui est capable de faire le pont entre ce monde qui est en train de se construire et sa complexité, son incertitude, son instabilité, qui fait qu'il suffit plus d'exécuter un truc qu'on savait. Tu vois, avant, quand tu devenais, médecin et que tu apprenais, par cœur, toutes les posologies, des médicaments, il y avait une question que le savoir était figé et que tu apprenais un savoir et que mais c'était stable. Nous étions dans un monde relativement très stable. Nous sommes dans un monde qui est devenu extrêmement incertain. Donc nous avons besoin pour ça de pouvoir challenger, questionner, décider, retrouver un pouvoir de décision collective et de démocratie. Et donc on a besoin de passeurs, on a besoin de gens qui comprennent cette instabilité, qui peuvent embarquer les autres, qui peuvent rassurer, qui peuvent remettre ensemble, qui peuvent aider à transformer les gestes. Donc oui, 1000 fois plus que oui. Après, c'est marrant, dans l'épisode que j'avais fait avec Olivier Hamon, on en parlait tout à l'heure, il disait on passe du monde de la moyenne à celui de l'écart type, justement. Comme tu as la gentillesse de citer Jacques Rancière, je voulais revenir sur 2-3 choses qu'il dit qui sont essentielles quand même à comprendre quand on parle d'éducation. Moi j'adore, Le Maître ignorant était aussi un de mes livres révélateurs. Parce que c'est ce que je faisais en fait à travers les Fab Labs et tout ça depuis longtemps, mais je comprenais pas complètement ce que je faisais. Il a mis des mots dessus. D'abord, il dit un truc majeur, c'est que l'école t'apprend que tu ne sais pas. C'est un truc de dingue. Et il a raison. C'est-à-dire que t'es au CP, on te dit: «Ah, tu vas apprendre à lire et écrire». Donc tu apprends à lire et écrire, tu es très fier de toi, tu commences à savoir lire et écrire, les lettres commencent à prendre du sens, tout ça, c'est génial, quoi, tu vois? Puis, bah, tu arrives en CE1 et on va te dire: «Bah, en fait, tu sais rien faire parce que tu connais pas telle règle» et puis tu penses avoir enfin compris les maths, les nombres relatifs et tout ça, tu es quelque part en troisième et puis là, on va t'expliquer qu'en fait, bah, non, tu connais rien. Parce qu'en première, on va t'apprendre qu'en fait, tu sais rien faire puisque tu connais pas les exponentielles et le logarithme. Donc en fait, chaque année, on t'apprend que tu ne sais pas et qu'il te faut un maître pour savoir. Donc tu changes de maître parce qu'il y a que le maître qui peut t'apprendre ce que tu ne sais pas. Et donc, quand tu finis en master ou en doctorat, si jamais tu as la chance d'aller dans des études longues de ce genre, eh ben, en fait, tu auras appris pendant très longtemps à quel point tu es ignorant et à quel point tu as besoin de quelqu'un d'autre pour apprendre. C'est terrible. Là où dans les filières courtes, et je pense que c'est une chance, y compris par le faire, j'ose espérer qu'ils apprennent de manière un peu plus autonome, qu'ils peuvent apprendre en faisant. C'est terrible ce que tu apprends effectivement, que en fait, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Il y a toujours un niveau d'après. En fait, tu n'es pas sachant. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc et qui pour moi est très, très révélateur, hein, là où au contraire, ce que je te disais tout à l'heure, l'IA te permet d'aller au bout de ta curiosité. Vas-y, pose toutes les questions que tu veux, explore, prototype, avance, questionne, challenge. Rien peut t'arrêter et on va pas t'expliquer que c'est pas dans le programme de cette année, quoi. Que tu verras ça, dans 4 ou 5 ans plus tard. Que non, c'est pas dans la bonne discipline. Tu poses, mon Dieu, tu es en histoire, tu viens de me poser une question sur, les sciences et le moteur à explosion. Mon Dieu, pourquoi tu demandes pas ça en physique? Bah, parce qu'en fait, le moteur à explosion, ça transformait la société à un moment donné, quoi. Donc l'IA est by design interdisciplinaire, c'est super intéressant, quoi, tu vois? Et donc ça t'apprend, ça te donne accès à une capacité de savoir pluridisciplinaire qui est absolument passionnante. Voilà et donc ce que dit réellement Jacques Rancière, c'est: «On s'en fout de ce que tu apprendras à l'autre, il trouvera bien par lui-même ce qu'il veut apprendre». Et donc, c'est toute la question que va nous poser l'IA sur l'éducation. C'est: que veut-on enseigner en fait? Est-ce qu'on veut enseigner un savoir formel, juste, correct, c'est-à-dire socialement acceptable? C'est ça dont on se parle en fait. La bonne réponse, celle qui ne fera pas faire le grisling dans les chaumières, celle qui conviendra à la société et particulièrement à la société bien pensante, celle qui fera qu'en société tu paraîtras sage parce que tu connaîtras la bonne réponse.
Ou est-ce qu'on veut t'apprendre qu'en fait, bah, tu as une capacité, d'explorateur dans l'instabilité, de, savoir questionner, d'être curieux, de pouvoir reformuler, de pouvoir, créer de la singularité, de pouvoir développer de la pensée? Il nous reste, 2 questions avant de terminer l'échange. La première, c'est sur la partie, tu parlais de la question de la valeur, de la production et je sais que dans un truc que tu as publié ou dans lequel tu parlais de cette, de Sam Altman qui est le CEO de OpenAI qui parlait de ces compagnies qui pourraient être valorisées 1 milliard avec, une seule personne qui justement, maîtriserait des équipes d'agents et on voit, sur toutes les entreprises qui se développent autour justement du code assisté par IA où c'est des très, très petites, équipes qui ont des revenus hyper importants et tu vois, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que finalement on n'est pas en train d'accélérer le fait qu'on va avoir une petite, alors là, pour le coup, techno-élite, parce que c'est des gens qui maîtrisent quand même un savoir technique qui, bah, génère et donc capte une part de la valeur de plus en plus importante. Et donc, là où on avait besoin de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200 développeurs, en fait, on en a besoin plus que de 10. Et donc, bah, il y a une partie des personnes qui perdent leur rôle productif et donc, ça peut amener un peu à une question sur le contrat social finalement où, bah, moi j'ai plus de rôle productif dans la société. Qu'est-ce que je deviens si je suis remplacé par une IA? Et pour prolonger ça, en fait, comment on fait société, tu vois, quand, bah, le travail en tant que tel et l'emploi, il est plus, fondamental comme il était, jusqu'à présent? Merci beaucoup Clément pour cette très belle question. Bah, écoute, je pense que c'est le cœur réel du sujet de ce qui va nous intéresser dans les années à venir, hein. C'est qui doit nous intéresser dès maintenant, hein. On a loupé ce virage il y a 20 ans déjà. On a loupé cette question il y a déjà 20 ans, donc on a laissé se mettre en place par la plateformisation. Donc on parle de Uber, on parle de Google, on parle d'Amazon, et cetera. Une société dans laquelle la captation de la valeur se fait par des équipes petites, technologiques. Il suffit de regarder, les sommes faramineuses de la capitalisation boursière des grandes boîtes technologiques au détriment de l'économie réelle et de la répartition de la valeur. Donc tout d'abord, être conscient qu'effectivement, hein, on a déjà refusé ce combat politique. On a déjà refusé de se demander c'est quoi la redistribution de la valeur de ces sociétés. Mais là, ça va plus être tenable. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment, et Sam Altman a plutôt raison, je pense, dit avec allez, un ou deux humains et des centaines d'agents, bah, en fait, tu peux faire des boîtes de 300 quoi, qui ont l'équivalent de 300-400 employés, 3 000 employés, mais avec des agents, quoi. Alors évidemment, voilà, aujourd'hui, ça peut paraître un peu illusoire parce qu'y compris, les résultats sont encore un peu aléatoires, mais ça progresse extrêmement vite, hein, ça vraiment extrêmement vite. Donc, partons quand même de que ce scénario soit exact. Notre combat, ça doit être celui de la question de la redistribution de la valeur. C'est-à-dire jusqu'à quand on va accepter que quelques boîtes, la plupart américaines, captent autant de valeur sans la redistribuer au reste du monde. Comment en Europe va-t-on faire pour financer les transitions sociales, économiques, démocratiques, écologiques qu'on a devant nous? Bah, si notre modèle social, qui est quand même fondé sur la taxe du travail, s'effondre, car le travail s'effondre. Le travail au sens l'emploi, l'emploi salarié, hein, très exactement. Mais là aussi, revenons aux fondamentaux. Il y a 2 auteurs à relire. Il y a évidemment, Stigler avec la question de l'économie contributive et de nouveau Ivan Illich qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Le travail fantôme. Revenons à Illich encore une fois, hein. Ce qui fait société aujourd'hui, déjà, ce n'est pas que le travail salarié. Si on peut, voilà, si, des boîtes aujourd'hui gagnent de l'argent, c'est parce qu'il y a toute une infrastructure sociale autour, des bénévoles dans des assos, des aidants familiaux, souvent des femmes sur des tâches domestiques, mais aussi de la self-carisation, le fait que, nous faisons de plus en plus nous-mêmes le job, nous allons aux caisses automatiques nous-mêmes, nous faisons nos services bancaires, nous-mêmes. Quoi, c'est quand même complètement dingue à quel point nous, contribuons nous-mêmes à mettre des commentaires, à commenter et cetera et que tout ça n'est plus du travail salarié, ni rémunéré, en fait. Et donc la question à se poser, c'est comment est-ce que l'IA peut permettre au contraire de refaire beaucoup plus société, parce qu'elle va nous libérer le temps, permettant de réinvestir complètement ce qui est en fait de l'économie contributive. Le fait de contribuer à la cité autour de soi, le fait de s'occuper de sa famille, d'être dans le soin, d'être dans l'éducation, d'être dans le dialogue, la passation, le fait de retrouver le fait de pouvoir réparer par soi-même,
produire, faire localement, etc., etc. Nous avons une opportunité dingue de reprendre le contrôle de notre temps. Pour ça, nous allons devoir nous battre pour dire qu'il faut une redistribution de la valeur économique générale. Et c'est un combat politique. Point. Donc il faut refaire politique pour de vrai. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, nos futurs candidats à la présidentielle et nos élus aux municipaux pour bientôt en parlent. C'est tellement absent aujourd'hui. Et arrêtons de penser que, oh mon Dieu, le travail est ce qui fait la valeur de l'humain. Certainement pas. Le travail salarié, il suffit de relire un certain nombre de textes, hein, à un moment donné, le travail était quand même réservé aux esclaves. Il faut quand même s'en rappeler, parce que c'est un truc de dingue. C'est une captation de notre temps au service, d'un tiers, qui, crée de la valeur. Contre voilà, on nous paye du temps pour qu'on accepte d'abandonner ce temps, hein. Le travail salarié qui est d'abord une soumission dans un contrat, de subordination, c'est quand même l'abandon de notre liberté. Donc pourquoi vouloir défendre un truc où tout le monde est très content d'être en RTT, en jour férié, à la retraite, en vacances? La question n'est pas le travail tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est le travail salarié, encore une fois, hein, l'emploi, très exactement. La question, c'est les conditions de vie et donc de redistribution de la valeur générée nous permettant un modèle social acceptable et un modèle économique acceptable qui fait que nous retrouvons du plaisir à agir ensemble dans une société. Et c'est d'ailleurs, si tu continues dans les références d'un autre ordre, hein, c'est le monde de Star Trek. Je vous invite à regarder les épisodes de Star Trek, hein, voilà, où ils se sont libérés de la question du travail salarié parce que il y a des machines qui produisent à volonté ce dont on a besoin, il n'y a plus de rareté, donc il n'y a plus d'économie, donc ils ont réinventé une autre forme sociale. C'est ce qui nous attend devant nous et c'est pour ça qu'on a besoin d'en débattre, de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire poser le sujet sur la table, faire savoir, dialoguer et déclencher une prise de conscience d'un renouvellement et d'un renouveau du combat politique qui est devant nous, en fait. J'ai une dernière question. Si tu avais, je sais pas, 2, 3 conseils à donner, tu vois, à des décideurs politiques, privés, pour, se saisir un peu du sujet de ces transformations, liées à l'IA générative, à l'IA agentique, pour, à la fois pas être dans la fascination naïve, techno-béate de se dire: «Waouh, c'est magique» et pas non plus dans, non, en fait, je refuse complètement d'y toucher, de comprendre, c'est pas bien. Tu vois, ce serait quoi tes conseils? Mon conseil est assez simple, c'est, ne déléguez pas le sujet de l'IA, appropriez-vous et donc prenez le temps de tester, d'expérimenter, créer des cadres d'expérimentation, pensez, les enjeux stratégiques et bien comprendre que c'est un levier de transformation sociale autant que technologique. Donc il y a la question, vraiment de faire. Moi, c'est ce pourquoi je passe du temps en ce moment avec Wai ou avec, Cursor ou avec mes IA génératives. C'est pas tant pour produire un service qualité, je suis pas en train de faire la prochaine start-up, d'outils de veille collaborative du tout. Mais je pense qu'il n'y a que par le faire que vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est parce que je le vis dans mes tripes, c'est parce que je comprends ce que ça change dans ma manière de produire habituelle, dans ma manière de penser, dans ma manière d'apprendre, que je peux exprimer une pensée, construire des convictions et donc construire un projet. Et puis, l'IA ne fait pas qu'accélérer les organisations. Elles vont venir révéler ce qu'elles veulent devenir. C'est-à-dire qu'on a de vraies questions à se poser sur toute cette nouvelle manière de produire, on le met au service de quoi? Est-ce que c'est se dire: «Ah bah tiens, comme on peut produire plus vite, donc on va en faire encore plus et on va demander aux gens juste de produire plus vite?» ou est-ce qu'on veut se mettre au service d'autre chose? Ça reste devant nous, ça va être des vrais choix éthiques, sociaux, sociétaux et donc il y a autant de réponses que de dirigeants et donc ne vous laissez pas, effectivement, soyez pas un lapin les yeux, dans les phares. Faites, faites, faites pour comprendre et pour décider vous, quel modèle et quelle entreprise demain vous voulez bâtir. Vous n'auriez pas fait la même entreprise aujourd'hui ou la même organisation politique qu'au XVIIe siècle. On ne fera pas la même au XXIe et au XXIIe siècle et c'est à nous de les fabriquer. Merci Manel d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et puis, écoute, j'espère à bientôt, hein. Écoute, un grand plaisir à toi et puis, bonne vie à ce podcast et puis, à disposition pour en échanger autant que nécessaire et y compris, je vais relancer des ateliers et des temps d'échange, principalement au 47 qui est un tiers-lieu parisien. Donc pas hésiter à regarder, y compris sur mon compte LinkedIn et passer la porte, venez en débattre parce qu'on a besoin d'en dialoguer. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous
et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.